Rebonsoir à tous, pour ceux que je n'ai pas vus il y a une heure. Donc deuxième discussion autour du thème de la Tornado Alley, du rêve américain, comme on dit, parce qu'en fait, dans l'univers des chasseurs d'orage, il y a une mythologie, il y a des héros, si on peut dire, il y a des imaginaires qui sont soit le fait de films, soit le fait de territoires. Alors évidemment, les États-Unis, et notamment avec le film Twister, a généré beaucoup de vocations. Et moi, j'avais envie, en fait, de faire un petit plateau avec quatre nuances alors de gris, non, parce que ça va pas être le bon thème, mais quatre nuances d'expériences différentes dans la Tornado Alley. Je voudrais vous présenter Charlotte, qui est venue l'année dernière avec nous, avec quelques chasseurs expérimentés. On a choisi d'emmener avec nous dans une chasse aux tornades aux États-Unis quelques personnes motivées qui n'étaient pas des chasseurs d'orage en Europe. Charlotte en fait partie. Voilà. Christophe Asselin, que vous connaissez pour Chroniques chaotiques notamment, mais tout un tas d'autres contenus très intéressants et passionnants sur les tornades. Dean Gilles, qui est météorologue à Météo Suisse, qui va aux États-Unis depuis 20 ans, à peu près. Et Cody, YouTuber, qui est connu plus pour l'urbex au début, mais maintenant tu fais beaucoup d'images d'orage, tu nous expliqueras un petit peu ton parcours. Donc 4 parcours différents, 4 nuances d'expériences différentes. Moi j'ai envie de commencer par Charlotte, parce que Charlotte, moi je voulais te remercier en fait. Je voulais commencer par ça, parce que tu as eu un enthousiasme communicatif et qui nous a permis, à nous les chasseurs d'orage un peu plus expérimentés, qui ont vécu déjà beaucoup de choses, de retrouver notre passion un peu initiale avec une émotion pure, voilà, l'émotion de la première fois. Attention, tu vas pleurer. Et j'avais un petit cadeau à mon tour à te faire. Je ne sais pas si la régie est prête à envoyer une petite vidéo. On a des gens qui ont des choses à te dire. Dès qu'on est prêt, on te montre ça. C'est pour toi. It's Daniel Shaw here. I'm in Southwest Texas on another chase. This question is to Charlotte. Charlotte, what does Tornado Alley mean to you and chasing in America? Hey, French storm chasers, welcome to the Lion Festival. I am Mike Olbinski, American storm chaser. I do a lot of photography, a lot of time lapse. And for me, chasing storms out here is a dream. The fact that I've been able to do it for 12, 13 years now is incredible. It's a blessing. It's something I would do for free. I'm kind of addicted to it. It's a dream and a passion. How about for you all? Is it a dream? Is it a passion? Do you love it? What do you think? On peut les remercier parce que c'est... Merci beaucoup. C'est 2 chasseurs... L'un australien qui va tous les ans depuis, je sais pas, au moins une quinzaine d'années et qui propose ses vidéos avec un véhicule aménagé, plein de caméras, d'antennes, etc. pour proposer sur Patreon, je crois, des chasses en live. Donc Daniel Shaw qui vient d'Australie, qui va aux États-Unis 4 mois par an à peu près. Et puis Mike Oblinski qui s'est fait connaître pour ses timelapses notamment et les images qu'il a pu fournir à Hollywood. Donc il y a pas mal de films, je crois Independence Day ou des films comme ça qui ont utilisé ces images juste pour resituer. Et ces chasseurs font partie, pour les personnes qui s'intéressent à l'univers des chasseurs d'orage, font partie des références pour certains des modèles. En tout cas, c'est des gens assez connus et je voulais te faire ce cadeau. Voilà. La question est en suspens. C'était quoi la Tornado Alley pour toi avant d'y aller et c'est quoi maintenant aujourd'hui, puisque tu y retournes cette année, donc tu as pris le virus. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure? Alors, donc moi je ne suis pas chasseuse d'orage, comme tu l'as dit, pas même photographe. On m'entend bien? Ouais, plus près. Moi j'ai découvert la Tornado Alley grâce au film Twister, je pense comme beaucoup de monde. Voilà, quand Twister est sorti, j'étais toute jeune, c'est sorti en 96, j'avais une dizaine d'années et je me revois dire à ma maman mais moi je veux faire ça. Et ma mère m'a dit personne ne fait ça dans la vraie vie, c'est un film. Donc je me suis dit bon ok, à l'époque il n'y avait pas internet et tout ça, donc on ne pouvait pas savoir. Et quand je me suis rendu compte que des gens faisaient vraiment ça, je me suis dit c'est possible de le faire. Et surtout quand j'ai réalisé que des Français partaient, je me suis dit je peux peut-être un jour faire ça, mais étant ni chasseuse d'orage ni photographe, je pensais que c'était un rêve inatteignable. Et en fait non, j'ai pu réaliser ce rêve l'année dernière.
grâce à toi en partie, d'autres chasseurs d'orage français qui m'ont permis de vivre ce rêve. Et c'est vrai que j'avais imaginé beaucoup de choses de la Tornado Alley, mais tant qu'on n'y est pas allé, on ne peut pas savoir exactement ce que c'est. Il faut le vivre. Et je pense que oui, en effet, c'est quelque chose, c'est un virus, comme tu dis. À peine partie de là-bas, j'avais envie d'y retourner. Donc c'est pour ça que j'y retourne cette année. Et me connaissant, j'y serai l'année prochaine aussi. Mais je pense que pour beaucoup, c'est notre rêve américain à nous, en fait. Et en fait, on ne sait pas ce qu'on va faire quand on arrive. Et c'est ça que moi j'ai adoré dans le voyage. C'est que tous les jours, il se passe quelque chose de différent. Des fois, il ne se passe rien. Mais globalement, il s'est tous les jours passé quelque chose. Voilà. Moi, je ne suis pas chasseuse, donc je n'avais pas d'attente en particulier quand je suis arrivée là-bas. Je n'avais pas d'objectif. Rien que d'être aux États-Unis, j'étais déjà contente. Et en fait, on a eu des choses, on a vu des choses que je pensais jamais voir en fait. Et on peut préciser des éléments que les gens qui ne sont pas allés faire ça aux États-Unis n'imaginent pas, mais enfin, on n'est pas strictement à voir des orages. Hein, on passe 10 heures par jour en moyenne dans la voiture. On mange de façon très mal. On dort quand on peut. On chasse les punaises de lit dans les motels. On dort entre les odeurs de gaz des abattoirs et tout le Middle West américain qui est disons un peu l'usine en fait des États-Unis. Donc on chasse dans des territoires où on n'aurait probablement pas été faire du tourisme. Et surtout, c'est le temps qui décide de l'endroit qu'on va visiter, puisque c'est en fonction des prévisions météo qu'on détermine notre déplacement et notre trajet. J'ai envie de passer tout de suite à Dean, qui, lui, a le plus d'expérience de nous 5, de vous 4. En termes de temps passé aux États-Unis, je ne parle pas en termes de compétences nécessairement, mais en temps passé, tu fais partie des gens qui ont connu une époque où on chassait les orages aux États-Unis, donc des orages très dangereux, sans smartphone, sans radar automatique, et tu t'arrêtais dans les bibliothèques pour consulter les cartes météo. Ça, c'est intéressant parce que ça a beaucoup changé. Ouais. On chassait, comme on dit, tout nu, c'est-à-dire quand même, 50 nuances de gris, on y revient. Mais en fait, on n'avait pas de connexion Internet, on n'avait pas de radar, on n'avait que nos yeux. Et puis les seuls endroits où on pouvait avoir une info météo en direct, c'était soit les bibliothèques publiques, et puis quand il y avait une situation un peu intéressante, ces bibliothèques publiques étaient prises d'assaut par des chasseurs. Et puis les bibliothécaires, quand ils voyaient arriver, ils étaient en panique totale en fait, parce qu'ils disaient qu'est-ce qui va arriver, et ils voyaient plein de véhicules avec des... Vous n'arriviez pas seul, il y avait en général une bibliothèque à et on 50 km. On s'est fait mettre dehors plusieurs fois parce qu'on faisait trop de bruit, on commentait les images qu'on avait sur l'ordinateur. Et puis aussi, l'autre moyen dans certains États d'avoir des informations en direct, c'était sur les aires de repos de certaines autoroutes. L'Interstate 80 dans le Nebraska, dans les aires de repos, il y avait un écran avec une image radar. Et puis vous pouvez noter, il n'y est plus à mon avis, mais... Et c'était vraiment c'était le seul endroit où on pouvait avoir quelque chose, sinon on était totalement aveugle. Et ça, c'était quand même... je me souviens d'une tornade, la tornade de Hallam, qui faisait, je crois, plus de 2 km de large. Elle est passée tout près de nous, mais on ne savait pas vraiment où elle était. Et il y avait un vent à décorner les bœufs, il faisait nuit. On était un petit peu angoissés. Oui, il faut préciser un peu, juste pour avoir une idée, pour ceux qui ne sont pas chasseurs d'orage, c'est un peu comme les pilotes d'avion qui sont à l'aveugle, comme on dit, qui doivent naviguer aux instruments, notamment quand il y a du brouillard, de la pluie, etc. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cette nature-là quand tu te retrouves un petit peu dénudé, c'est-à-dire sans le matériel de sécurité, à savoir les radars qui te permettent de voir ce que tu ne vois pas à l'œil nu, notamment les zones de vélocité, les zones de pluie, de grosses grêles, etc. Enfin, les zones à éviter pour le danger, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'était vraiment quelque chose de, comment dire, on a vécu ça pendant 2 saisons de chasse, pratiquement nues. On avait une fois essayé d'avoir du réseau Internet, mais on n'a pas réussi à le faire fonctionner. Donc on était toujours à poil en fait dans les plaines. Est-ce que tu regrettes cette époque-là où tu naviguais pas avec des instruments, de la technologie Est-ce que tu te sentais plus libre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé après? Si, il y a quelque chose qui a changé, mais je dirais quand même, je regrette pas trop parce que ça a quand même bien aidé. Quand l'année suivante, on a eu un système directement par satellite, le Mobile ThreatNet.
on a quand même vu la différence. Après, c'est vrai que peut-être il y en a certains qui vont vraiment dans le techno-chasing, ça devient peut-être un petit peu excessif. Mais bon, après, chacun son équilibre. Tu passes plus de temps sur les écrans qu'à regarder le ciel. Finalement, à la fin... Certains, ils sont carrément dans leur smartphone tout le temps, puis ils ne regardent pas le ciel, en fait. Une fois qu'on est vraiment sur le terrain, moi, je dirais que c'est quand même regarder le ciel, quoi. Voilà, c'est ce qui parle tout de suite, parce que le radar, il a toujours un petit délai de retard. Et puis le ciel, c'est en direct. C'est toujours la tentation quand on est, quand on n'habite pas aux États-Unis, qu'on va chasser aux États-Unis. Bon, c'est beaucoup d'argent. Il faut avoir le temps. Donc en fait, on a envie spontanément d'optimiser le temps passé là-bas et tous les instruments qui nous permettent d'abaisser les erreurs, les échecs, etc. Mais en fait, on va dans quelque chose qui est de l'ordre de la rentabilisation. Et c'est vrai que moi, j'ai ressenti que peut-être trop, ça gâchait un peu. Donc c'est pour ça que je posais la question. Quand tu passes ton temps à vouloir absolument optimiser tout, t'es plus dans le plaisir de la réussite quand tu as eu 10, 20 échecs avant. Et même si c'est pas agréable, les échecs, je trouve que ça donne un relief supplémentaire à ça. Je sais pas d'ailleurs si vous avez un point de vue là-dessus, l'un de vous quatre, par exemple Christophe. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a une telle foultitude d'outils et de cartes et de tout ça qu'on se sent presque... on sent qu'on ne mérite pas d'échouer, quoi. Tellement on a de données, en fait, ça n'a aucun sens de rater avec tous les modèles qu'on a, quoi. Donc il y a ça qui rajoute un sentiment d'échec accru, je pense, quand on échoue. Justement, on se dit bah non, c'est pas possible que j'échoue alors que j'avais toutes ces données à ma disposition. Mais bon, c'est aussi le piège de ces données, c'est que parfois on en a trop et qu'on est surmené par tout ce qu'on a à regarder et on en perd effectivement les choses simples comme regarder le ciel ou se baser sur les choses vraiment essentielles qu'on a appris au cours de nos débuts, on va dire, quoi. Il y a toujours une donnée en plus qui va te faire hésiter à un moment donné. C'est-à-dire que plus tu as de données, plus tu as d'hypothèses possibles, donc ça te donne une grande direction, mais tu peux avoir le petit élément qui fait que tu vas avoir un doute que tu n'aurais pas eu et potentiellement qui vont t'amener à l'échec, en fait. Moi, j'aimerais revenir sur toi, Dean, pour faire la transition ensuite avec Christophe, mais pour finir sur l'évolution de ta passion entre le moment où tu imaginais de partir aux États-Unis, c'est une passion qui est née quand tu étais petit en Italie. Tu as vécu en fait le passage d'une tornade nocturne extrêmement violente et malheureusement mortelle dans la région de Venise. Tu peux raconter en 2 mots l'origine de ta passion et ensuite ce qui t'a amené aux États-Unis. Ouais. Alors en fait j'étais chez mes grands-parents à Padoue, près de Venise, et puis le soir il y a une tornade qui est passée à 200 mètres de la maison. On ne savait pas ce que c'était, on a entendu un grand bruit et puis je ne l'ai pas vraiment vu en fait à ce moment-là parce que je voyais juste le clignotement des éclairs, c'était quelque chose de stroboscopique. Et puis le lendemain en fait quand on a ouvert les volets, il y avait des débris partout et puis après avec mon grand-père on est allé faire le trajet en fait la trajectoire de la tornade. Ouais. Et puis là, ça m'avait vraiment impressionné. J'étais petit, mais je me souviens des zones où c'était totalement détruit. Et puis juste à côté, il y avait les arbres, ils avaient toutes leurs feuilles. Il n'y avait pas de dégâts, en fait. C'était vraiment très, très localisé. Et à l'époque, j'étais petit, donc je n'ai pas eu peur du phénomène. Ça m'a plus fasciné que apeuré. Et depuis là, en fait, j'ai cherché à oui, parce que tu l'avais pas vu, et en fait, il y avait la trace de quelque chose de violent que tu n'avais pas vu, et à partir de là, tu t'es dit, il faut absolument que je voie un de ces phénomènes qui a provoqué ça, en fait. Ouais, c'est une quête qui est arrivée, qui a grandi, et puis chaque fois qu'il y avait un orage, après, je me disais, mais est-ce qu'il y aura une tornade ou quelque chose dans ce style ? Et puis pendant des années, j'ai cherché des infos sur ce phénomène. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, il n'y avait pas Internet. Mes parents m'ont offert quelques bouquins sur la météo. Essentiellement, c'était des bouquins américains où on voyait des photos de tornades, ça me fascinait. Et jusqu'au jour où il a commencé à y avoir l'avènement de la vidéo, des cassettes vidéo, les Tornado Video Classics. C'est là que j'ai vu qu'il y avait des gens qui les chassaient, en fait. Et ça a commencé un petit peu à tournicoter dans ma tête. Et puis en fait, l'élément, je dirais, déclencheur, c'était quand je suis entré à la météo. Il y a un collègue à moi, Lionel, qui avait fait ses études aux États-Unis et qui avait eu l'occasion déjà de chasser avec des collègues. Il m'a proposé un jour, est-ce que ça te dirait de venir
chasser quelques semaines aux États-Unis. Puis j'ai dit bah ouais, je vais. Et alors cette première fois? C'était pas Waterloo, mais c'était pas non plus. On a vu quelques tornades lointaines, voilà. On va l'apprivoiser en fait. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais il y a Maxime d'Aviron que j'aurai demain dans une autre rencontre qui me disait quelque chose d'intéressant que je peux répéter ici maintenant. Ça aura du sens. Il comparait en fait la chasse aux tornades un petit peu aux photographes animaliers qui vont à l'affût pour essayer de... Et il y a quelque chose dans ce que tu décris, enfin moi que j'ai remarqué, c'est qu'au fur et à mesure du temps, tu vas te rapprocher de plus en plus près, comme si tu devais presque voir le comportement de la bête pour t'en approcher, limite l'apprivoiser. Évidemment, on peut rien faire, on peut pas discuter avec une tornade. Enfin, il y en a qui ont essayé, mais enfin, en général, tu lui fais pas changer de trajectoire en lui parlant. Donc en fait, t'as comme une phase d'approche, d'affût, etc. Je sais pas si, tiens, par exemple Christophe ou Cody, tu as ressenti ça entre tes deux fois. Toi, tu as été la deuxième fois l'année dernière. Est-ce que oui, factuellement, vous êtes plus rapprochés que la première fois, mais c'était lié aussi au... J'allais dire, c'est un peu comme un safari, en fait. Tu parlais des animaux, je pense que c'est un peu ça. Et oui, on voit vraiment la différence entre la première fois où je suis parti avec vous et la deuxième fois avec Loïc et Jordan. Je pense que vous avez pu vous en rendre compte aussi. Je pense que c'est... Ça, c'est les vidéos de l'année dernière, donc la deuxième fois. 2024, avec Loïc qui est déjà au Texas d'ailleurs, qui s'amuse bien sans nous, qui a tendance à vouloir aller toujours plus proche. Et des fois nous mettre dans des situations un peu délicates. Mais on a chacun des styles de chasse différents. Et je pense aussi que l'expérience fait qu'avec le temps, peut-être, on a tendance à prendre moins de risques parce qu'on sait justement qu'il y a des risques, peut-être après être passé plusieurs fois un peu trop proche. On parlait d'un détail, alors c'est plus pour les gens qui connaissent un peu la chasse à l'orage, mais on avait cette discussion d'ailleurs avec Christophe. Moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué avec le temps que je n'osais pas faire avant, c'est passer ce qu'on appelle le RFD, c'est le courant froid descendant qui vient avec la pluie, qui est ensuite poussé par le courant ascendant chaud qui va nourrir l'orage et qui finit par faire un crochet. Et ce RFD, c'est un vent très puissant en fait, qui est aussi dangereux que la tornade proprement dite. Et en fait, souvent, ça soulève de la poussière ou c'est chargé de pluie, de grêle. Et il se trouve que souvent, ça, comme un rideau de théâtre, ça a tendance à finir par envelopper la tornade. Et avec le temps, on sait que dans certains cas, on peut traverser cette zone-là, moyennant un peu de précaution, pour se retrouver dans un endroit qu'on appelle la cage de l'ours. Donc on reparle encore une fois de démarche animalière. C'est encore une image animalière. La cage de l'ours, c'est l'endroit en fait sous le mésocyclone où tout le vent se soulève et en général la tornade se trouve au centre de cette zone-là. Et parfois on la voit pas, la tornade, elle est entourée par la pluie et on sait avec le temps que parfois on peut l'approcher un peu plus près en traversant cette zone, mais c'est des choses qu'on n'ose pas faire évidemment la première fois. Je sais pas, tiens Christophe, sur ce positionnement aux États-Unis. Écoute, moi c'est un peu particulier parce que ma première fois je suis parti avec mon Loïc à moi qui s'appelait Vincent. Vincent Deligny. Vincent Deligny, voilà. Et qui était du genre aussi à vouloir foncer dans le tas globalement, à vouloir se rapprocher beaucoup. Alors le fait est qu'il avait l'expérience aussi, lui il avait déjà fait 2 voyages dans la Tornado Alley. Moi c'était le but, c'était de partir avec des gens qui étaient déjà expérimentés. Donc je suis parti aussi avec Tony le Bastard qui est ici, qui avait aussi son petit bagage sur la partie prévision météo. Donc ce qui fait que je me suis un peu laissé porter sur cette première année, clairement. C'est ce qui m'a permis de prendre du temps pour faire de la vidéo, pour faire ma série justement. Mais ce qui fait que je suis resté vachement en retrait sur les décisions de chasse et que de toute façon c'est Vincent qui lidait vraiment la dynamique du groupe et donc on s'est tout de suite approché. Oui, tu étais tout de suite dans le bain, oui. Tu n'as pas eu à te soucier, à te poser des questions de sécurité, voilà, tu étais en confiance et les rôles étaient bien définis. En soi, j'étais en confiance malgré son côté foufou, je sais quand même qu'il sait bien ce qu'il fait. Et qu'il avait raison la plupart du temps sur la façon dont la suite allait se dérouler. Et donc ça nous a pas vraiment mis dans des situations, à mon avis, dangereuses. Donc ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que j'ai un peu subi, et ensuite ça a été à moi au fil du temps, quand je suis monté en responsabilité, on va dire, au sein des équipes avec lesquelles je suis parti, là, cette fois-ci, de prendre moi les décisions et de me dire, bon, là, ça mérite qu'on s'approche un peu plus. Et effectivement, là, ça a été progressif, je pense, quand même.
Oui, parce que c'est souvent un travail d'équipe. La Tornado Alley, c'est assez rare d'avoir des gens qui vont le faire seuls. Pour l'avoir fait une fois, toi, Dean, tu l'as fait un certain nombre de fois. Christophe, je sais pas, tu as eu des moments où tu as fait tout seul. Il y a quand même une expérience particulière à se retrouver face à ces décisions, regarder les routes, regarder les radars, conduire la voiture. Ça fait une expérience particulière. Je sais pas qui d'entre vous, enfin de vous deux, parce que... Moi, j'ai fait qu'une seule journée tout seul pour l'instant aux États-Unis. Et alors? Et bah écoute, c'était... Alors c'était une journée en soi assez simple dans le sens où il y a eu vraiment une cellule isolée qui s'est formée, donc c'était assez facile de se placer dessus. Et il n'y avait pas trop de précipitations, donc on pouvait assez facilement la suivre et observer la rotation et tout ça. Bon, j'ai pas eu de tornade malheureusement, mais ça a été une cellule qui a été assez esthétique, qui a duré pas mal de temps. Il y avait beaucoup de chasseurs par contre sur les lieux, donc ça pour slalomer entre les chasseurs tout en consultant un peu les données météo, c'était chaud. Et on a oublié que dans les choses dangereuses, il y a les autres aussi, parce qu'en fait on n'imagine pas ça en Europe, mais quand vous allez aux États-Unis sur des situations très médiatisées ou à fort potentiel, vous avez, je sais pas, jusqu'à 350 ou 400 véhicules parfois sur une zone très petite, et ça peut engorger le trafic routier et vraiment nous mettre potentiellement dans des situations assez problématiques. J'imagine, toi, Dean, sur le nombre de personnes qui chassent, est-ce qu'il y avait cette même affluence à tes débuts aux États-Unis qu'aujourd'hui ? Peut-être un petit peu moins, mais il y avait déjà pas mal de monde. Déjà beaucoup de monde. Surtout les week-ends. Là, je me suis même dans les années 2000 d'être dans des bouchons en fait. Je me souviens même c'était quoi 2010 près d'Oklahoma City, il y avait des bouchons interminables en fait. Et puis on avait heureusement que la cellule qui était sur nous a pas donné vraiment de tornades. Il y a une autre cellule 10 km plus à l'est qui a donné une dizaine de tornades. Si ça avait été l'inverse, là, on aurait vraiment été dans de sales draps. Ouais. Ça aurait pu être problématique. Ouais. Christophe, sur la question de la passion, le temps qui passe, parfois la passion qui s'étiole, parfois la lassitude, ou alors au contraire, parfois être blasé sur des choses auxquelles on fait moins attention, qui nous émerveillaient les premières fois. Et je disais justement que grâce à toi, Charlotte, j'avais un peu retrouvé, et pas seulement moi d'ailleurs, des émotions premières. Tu as fait un film récemment, une vidéo, un épisode de vidéo qu'on peut voir sur Chronique Chaotique, hein, sur YouTube. Et tu parles justement de cette transmission parce que tu as emmené avec toi quelqu'un qui était photographe mais qui connaissait pas spécialement les orages, qui s'appelle Émeric, je crois, qui habite aux États-Unis et qui est parti avec toi. Et tu en as fait un film sur la transmission, sur l'idée de raviver un peu la flamme comme ça. J'ai envie de t'entendre là-dessus, puis ensuite Dean, et on finira sur Cody. Ouais, bah effectivement, donc moi j'en suis à 8 voyages dans la Tornado Alley. En temps cumulé, t'as compté ? En temps cumulé, tu veux dire en semaine et tout ça ? Bonjour. Bonjour, je sais pas exactement, mais non, généralement on part entre 3 et 4 semaines, donc voilà, ça vous donne une idée, quasiment un an presque dans la Tornado Alley, on va dire, en cumulé. Et donc c'est vrai que je commence à avoir vu pas mal de choses, j'ai vécu des événements assez exceptionnels, des tornades incroyables. J'ai vécu la dernière tornade de F5 reportée jusqu'ici. El Reno ? Alors non, El Reno, EF3 El Reno. Allez, oui, non, mais voilà, mais Moore, EF5. Moore, ouais. Et oui, il y a polémique sur le classement d'El Reno. Bon, on n'est pas là. Je l'ai classé EF5. Donc tout ça pour dire que oui, j'ai vu pas mal de choses et qu'effectivement, alors est-ce qu'on peut parler de passion qui s'étiole? Je sais pas. Il n'y a plus la même émotion, la même intensité face à ces événements. Il y a une certaine habitude quand même qui s'est installée sur les situations orageuses un peu moins intenses. Je peux avoir l'air un peu blasé parfois. Et donc c'est vrai que le fait de partir avec quelqu'un comme ça qui n'avait jamais vécu encore ce genre d'orage extraordinaire, un peu comme c'était le cas pour Charlotte, oui effectivement moi aussi ça m'a fait ce truc de waouh, mais il est excité pour la moindre petite chose, et ça m'a replongé dans mes premières fois où je me suis souvenu, oui moi aussi je kiffais sur ce premier petit nuage qui est un peu nul, mais qui est quand même ce petit intra-nuage. Ouais, voilà, c'est ça, des trucs qui maintenant nous paraissent assez basiques mais qui en fait sont l'origine de notre passion quand même, donc c'est bien quand même de se rattacher à ça, de se souvenir de ce pourquoi on est là, de ce rêve d'enfant aussi. Et en fait je m'en suis rendu compte a posteriori, je pense, du voyage. Ça, c'est au moment de faire le montage où je me suis dit non mais oui, en fait il faut que je parle de ça dans la vidéo, de cette histoire de transmission. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que Vincent et Tony, eux, m'ont beaucoup accompagné sur les premiers voyages, ils m'ont guidé, ils m'ont appris beaucoup de choses. Et en fait, sans trop faire attention, par les hasards des équipes qui sont constituées, je me suis retrouvé un peu à leur place, à du coup maintenant guider des gens et à leur donner l'opportunité de découvrir ça. Et
j'ai trouvé une nouvelle fierté en fait dans ça aussi, dans le fait de me dire ouais, je peux faire kiffer des gens grâce à ce que j'ai appris, grâce à mes compétences que j'ai appris. Et j'ai trouvé un nouveau plaisir dans ce truc-là aussi, dans cette nouvelle façon de partager. Avant, je partageais par mes images et par quelques vulgarisations comme ça via mes vidéos. Mais là, j'ai vraiment ce truc de je peux accompagner quelqu'un, je peux lui offrir des événements qui, a priori, sont forts en émotion. Et ça, j'en retire une fierté. À propos d'émotion, Charlotte, justement, si tu as un moment marquant à nous raconter pour que les gens comprennent ce que c'est qu'une émotion forte pour la première fois aux États-Unis. Alors bon, moi j'ai beaucoup pleuré aux États-Unis, mais c'est vrai qu'il y a eu je pense la première tornade, mais en fait au final c'est pas là où j'ai pleuré parce que j'étais en état de sidération et j'ai réalisé après que j'avais vu une tornade. Moi je me rappelle surtout d'un moment où c'était, je sais pas si tu te rappelles, il y avait le coucher du soleil. On avait eu une journée un peu blasée parce qu'on avait chassé, il s'était rien passé. Et une journée normale, voilà, quoi. Et c'était, voilà, vous étiez tous un peu blasés. Bon, moi, j'étais jamais blasée de toute façon. Rien que d'être là, j'étais contente. Et on a vu un magnifique coucher de soleil. Et d'un coup, il y a eu l'orage qui s'est déclenché. Et puis, on avait le bruit des grillons en fond sonore. Et là, je sais que j'étais pas la seule parce que Antoine, qui est dans la salle, qui était avec moi, s'est mis aussi à pleurer. Et en fait, on a réalisé où on était, ce qu'on était en train de faire. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'était magique. Enfin, c'était un moment hors du temps. Et moi, je conseille à tout le monde de vivre ça au moins une fois. Et c'était pas forcément la tornade qui m'a fait pleurer la première fois. Mais après, oui, on a eu d'autres moments. C'est l'équipe fantastique, en fait. C'est ça. Et puis bon, on avait des chasseurs guides qui étaient absolument fantastiques. Donc, Et toi, Cody, il nous reste peu de temps, mais j'ai envie de t'entendre aussi, parce que toi, tu as eu les deux points de vue. Tu es venu une première fois, bon, tu t'intéressais déjà à l'image, hein, donc toi, tu t'es fait connaître pour des vidéos urbex. Et ensuite, parce que tu étais, comme beaucoup de gens, un peu fascinés par les orages, tu t'es dit, en fait, ça aussi, j'ai envie de le mettre en image. Tu es parti la première fois avec nous, et puis tu y es retourné. Est-ce que, entre ce que tu imaginais, ton rêve, et ce qui s'est produit, tes recherches, ce que tu imagines pour l'avenir, etc. Parle-nous un peu de ton parcours entre l'urbex et puis... moi, de base, je voulais me lancer sur YouTube et je cherchais un sujet. Et j'ai découvert l'urbex par hasard à ce moment-là. Donc c'est comme ça que j'ai découvert l'urbex. Ça m'a passionné tout de suite. Donc j'ai commencé à partager ça en vidéo. Et en fait, depuis tout petit, j'ai toujours aimé les orages. Et j'ai vite cherché à me diversifier dans mes vidéos. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer de filmer un orage. Quand j'ai eu le permis, j'ai couru après le premier orage que j'ai trouvé. Et après, je me suis dit, je pourrais le filmer aussi et en faire des vidéos. Et avec manque de temps, tu fais une vidéo par an ou deux avec un peu de chance. Et puis, il y a certains Christophe qui faisait des bonnes vidéos sur YouTube, qui faisaient rêver. Et du coup, je me suis toujours dit, un jour, j'irai aussi dans la tornade d'Allée. Et j'ai eu l'opportunité en 2023 de partir avec toi et Yannick. Et je m'attendais à quoi quand tu as Christophe en référence, tu t'attends à faire comme Christophe, quoi, des belles images, à en prendre plein la vue. Mais tu l'as eu, hein. Même Christophe, il aurait bien vécu la tornade que tu as eue l'année dernière. Mais même tu pars avec une petite appréhension de te dire, faut quand même que je ramène des images. Donc s'il se passe rien, voilà. Mais tu sais que tu vas vivre une expérience quand même. Et comme disait Charlotte, c'est pas la tornade qui procure la plus grande émotion, je trouve. C'est aussi des moments simples. Je me rappelle le premier soir où il y avait un coucher de soleil aussi, avec la lumière qui était filtrée par la pluie. Enfin, c'est toujours les moments les plus simples dont on se souvient. Oui, on parle beaucoup de tornades aux États-Unis, mais en fait, les ciels sont absolument stupéfiants. Et les couchers de soleil peuvent être absolument dingues, des cieux embrasés comme on en a rarement vu, des formes dans les nuages qui sont incroyables. Il y a beaucoup de choses en fait. Hein. C'est une aventure qui est complète, qui est globale. Juste Dean sur la passion. Est-ce qu'elle a évolué au fur et à mesure du temps ? Est-ce que il y a un moment où on est blasé ou jamais ? Ce matin, j'ai entendu un mot addiction, c'est ça, dans une des présentations. En fait, ça te fait chier d'y aller, mais tu peux pas t'en empêcher, en fait. Non, c'est un besoin. Ouais, en fait, le truc, c'est que chaque fois que je vois des tornades, même si j'en vois des belles, je suis content, mais rétrospectivement, je me dis, j'aurais peut-être pu gérer la chasse un petit peu différemment, aller peut-être un peu plus près, ou d'avoir un meilleur point de vue. Par exemple, l'année passée, toi, tu avais eu la tornade en contre-jour.
Et nous, on l'avait eu pas en contre-jour, ce qui était moins avantageux. Et puis, Et même moi, je suis pas content de la façon dont je l'ai eu. Hein. Donc, en fait, on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait. Voilà, on veut toujours. Je pense qu'on était trop loin, nous. Voilà, on est perfectionniste. Faut juste préciser rapidement parce que c'est un truc intéressant. Puis bon, on pourra en parler des heures, mais d'un point de vue technique, le positionnement par rapport à l'orage tornadique, vous avez plusieurs choix. Soit vous mettez à la pointe sud-est, comme on en parlait tout à l'heure, je crois, dans le positionnement. Mais l'idéal, c'est d'être au nord-est du crochet, donc le long de la pluie. Ouais. Mais sur la trajectoire potentielle de la tornade, c'est-à-dire qu'elle peut se refermer sur vous. Là, la tornade dont on parle de l'année dernière, Christophe était côté Cage de l'Ours, donc côté nord-est, le long de la pluie, et avait donc le soleil couchant, qui passait à travers, qui donnait donc des contrastes plus intéressants. Et nous, pour tout un tas d'autres raisons, on était de l'autre côté, donc on avait plutôt la structure de l'orage avec la zone de tornade qui était quand même grise et très très basse, masquée par la pluie. On voyait à peine en fait la tornade, même on était à une centaine de mètres et on la voyait quasiment pas en fait. Et évidemment, dans un groupe, il y a toujours des discussions pour le positionnement. Est-ce que je me mets sur ce... Et puis il faut faire évidemment des arbitrages par rapport à la sécurité. Quelque chose à rajouter sur qui vous vient pour donner envie de... Non, je peux faire mieux que ça en fait. J'ai mon fils qui est là. J'ai envie de vous montrer la relève en fait. Il reste 30 secondes. Viens avec moi. Parce qu'on parle de transmission intergénérationnelle. Tu montes ton joli t-shirt. Regarde. Les tornades. Je vous présente Ulysse. Et j'espère qu'il chassera les tornades avec moi bientôt. Est-ce que vous avez des questions? Une question là-bas? Allez, je vais faire moi-même. Tiens, je te descends. Comme il reste 1 minute et que tu veux dire rencontrer avant de partir aux États-Unis ou rencontrer aux États-Unis, tu veux dire sous l'orage? Sous l'orage? Ben, en fait, on regarde les prévisions et il se trouve que souvent, si on a bien géré, on se retrouve à peu près tous au même endroit. Je ne sais pas si Christophe peut-être peut développer ça. Non, mais oui, comme tu le dis, c'est vrai que c'est assez étonnant d'ailleurs d'une journée sur l'autre de se retrouver sans se concerter avec les autres équipes de chasseurs à la même station-service paumée à un carrefour à 2000 km de là où on était. Bon, à 2000, j'exagère peut-être un peu, à 1000 bornes de là où on était la veille. Et voilà, on se retrouve là, bah oui, on a pris la même cible, on a quand même les cerveaux branchés un peu pareil, je pense. Hein, et c'est là où on se dit le monde est petit. Tout à fait. Mais toi, tu avais eu une rencontre lors d'une chasse en Italie avec un chasseur, vous n'étiez pas du tout... Vous n'étiez pas concerté du tout là, sur les tornades. Et c'est encore plus rare. Oui, c'est bon. Maintenant, je vois la dernière question écrite en gros. Je vais conclure, mais effectivement, j'ai un ami qui était en voyage de noces. Il a emmené sa femme. Il n'habite pas en Italie. Il a emmené sa femme et il est tombé sur une des plus grosses situations tornadiques. Une cellule qui a donné 5 ou 6 tornades. Et sa femme a eu le droit à une tornade pour son voyage de noces. C'est magnifique. Merci à tous.